Bonsoir, bienvenue sur la Faune Morgane. Je vais reprendre tout de suite la lecture de L'Hôte secret de Joseph Conrad. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Il faut que j'explique ici que ma cabine avait la forme d'un L majuscule, la porte étant dans l'angle et s'ouvrant sur la partie courte de la lettre. Une banquette se trouvait à gauche, la couchette à droite. Mon bureau et la boîte des chronomètres faisaient face à la porte. Mais quiconque l'ouvrait, à moins d'avancer tout droit en entrant, ne pouvait voir ce que j'appelle la partie longue de la lettre. Elle contenait quelques placards surmontés d'une petite bibliothèque et quelques vêtements, une grosse veste ou deux, des casquettes, un ciré et autres objets de ce genre y étaient accrochés à des patères. Il y avait à l'extrémité de cette partie une porte qui ouvrait sur ma salle de bain à laquelle on avait également accès du carré. Mais on ne se servait pas de ce passage. Le mystérieux nouveau venu avait découvert les avantages de cette disposition particulière. En entrant dans ma chambre, vivement éclairée par une grosse lampe ventrue qui se balançait au-dessus de mon bureau, je ne le vis d'abord nulle part jusqu'à ce qu'il sortît tranquillement de derrière les habits pendus dans le renfoncement. J'ai entendu quelqu'un aller et venir et je me suis fourré là aussitôt, murmura-t-il. Je parlais, moi aussi, à voix basse. Personne n'entre ici sans frapper et attendre ma permission. Il hocha la tête. Son visage était maigre et le hâle commençait à disparaître comme s'il avait été malade. Ce n'était pas étonnant. Il avait été, j'allais l'apprendre, aux arrêts dans sa cabine pendant près de 7 semaines. Mais ses yeux ni ses traits n'avaient rien de maladif. Il ne me ressemblait pas du tout en fait. Pourtant, penchés comme nous étions au-dessus de mon lit, chuchotant côte à côte, nos têtes brunes rapprochées et le dos à la porte, quiconque eût été assez audacieux pour l'ouvrir à la dérobée aurait vu son indiscrétion payée du privilège d'apercevoir un double capitaine fort occupé à converser à voix basse avec son autre lui-même. « Mais tout ça ne me dit pas comment vous vous êtes retrouvé agrippé à notre échelle, lui demandai-je, dans un de ces murmures à peine perceptibles que nous échangions, après qu'il m'eut donné encore quelques détails sur ce qui s'était passé à bord de la Séphora, une fois le mauvais temps passé. Quand nous fûmes en vue de la pointe de Java, j'avais eu le temps de réfléchir plus d'une fois à tout cela. J'avais passé 6 semaines à ne rien faire d'autre, avec seulement 1 heure environ chaque soir pour faire un tour sur le pont. Il chuchotait, les bras croisés sur le bois de ma couchette, les yeux rivés sur le hublot ouvert. Et je pouvais parfaitement imaginer sa façon de réfléchir, une opération obstinée sinon constante, chose dont j'aurais été moi-même parfaitement incapable. Je jugeais qu'il ferait nuit avant que nous n'approchions la terre, continua-t-il, si bas que je devais faire effort pour l'entendre, quelque près que nous fussions l'un de l'autre, presque épaule contre épaule. Aussi demandai-je à parler au capitaine. Il avait toujours l'air malade quand il lui arrivait de me voir, comme s'il ne pouvait me regarder en face. Cette misaine, voyez-vous, avait sauvé le navire. Il avait trop de tirants d'eau pour pouvoir fuir à sec de toile. Et c'est moi qui avais réussi à l'établir pour lui. Quoi qu'il en soit, il vint. Quand je lus dans ma cabine, il se tenait près de la porte et me regardait comme si j'avais déjà la corde au cou. Je lui demandai sans préambule de laisser la porte de ma cabine non verrouillée le soir, quand le navire franchirait le détroit de la Sonde. La côte de Java se trouvera à moins de 2 ou 3 milles au large d'Angiers Point. Je n'en demandais pas davantage.
J'ai eu un prix de natation à ma seconde année sur le Conway. Je le crois sans peine, murmurai-je. Dieu seul sait pourquoi ils m'enfermaient à clé tous les soirs. À voir l'expression de leur figure, on aurait dit que j'étais capable d'étrangler des gens la nuit. Suis-je donc une brute homicide? En ai-je l'air? Ma foi, si ça avait été le cas, il ne se serait pas risqué ainsi dans ma cabine. Vous me direz que j'aurais pu le bousculer et déguerpir. Il faisait déjà nuit. Eh bien non. Et pour la même raison, la pensée ne me serait pas venue d'essayer d'enfoncer la porte. Le tapage les aurait fait se jeter sur moi, et je n'avais pas envie de me fourrer dans une bagarre. Il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre de tué, car je ne me serais pas échappée pour me faire coffrer de nouveau. J'en avais assez. Il refusa, l'air plus malade que jamais. Il avait peur de ses hommes, et aussi de son vieux lieutenant qui avait navigué avec lui depuis des années. Un vieux farceur aux cheveux gris, et son steward aussi avait été avec lui. Le diable sait depuis quand, 17 ans ou plus. Une sorte de vagabond dogmatique qui me haïssait comme la peste, précisément parce que j'étais le second. On n'a jamais vu un second faire plus d'un voyage sur la Séphora, vous savez. Ces deux vieux copains faisaient la loi à bord. Le diable seul peut savoir ce dont le capitaine n'avait pas peur. Il avait complètement perdu son sang-froid dans cette infernale tempête. De ce que la justice lui ferait, de sa femme, peut-être. Oh, oui, elle est à bord aussi. Quoique je ne pense pas qu'elle s'en serait mêlée. Elle eût été seulement trop heureuse de me voir débarrasser le navire d'une façon ou d'une autre. Le signe de Caïn. Voyez-vous, je veux bien. J'étais prêt à m'en aller errer sur la terre. Et c'était chèrement payé pour un Abel de cette espèce. Pour un Abel de cette espèce. En tout cas, il ne voulut rien entendre. La chose doit suivre son cours. Je représente la loi ici. Il tremblait comme une feuille. Alors vous ne voulez pas? Non. Eh bien, j'espère que vous pourrez dormir par là-dessus, lui dis-je. Je lui tournai le dos. Je m'étonne que vous le puissiez, cria-t-il, et il verrouilla la porte. Eh bien, après cela, je ne pouvais plus dormir. Pas très bien. Il y a 3 semaines de cela, nous avions traversé très lentement la mer de Java, 10 jours de dérive dans les parages de Karimata. Quand nous mouillâmes ici, ils pensèrent, je suppose, que tout était réglé. La terre la plus proche, à 5 milles, est la destination du navire. Le consul m'enverrait chercher bientôt et il n'y avait aucune raison d'aller se sauver sur les îlots qui sont là-bas. Je ne suppose pas qu'on y puisse trouver une goutte d'eau. Je ne sais comment cela s'est fait, mais ce soir, le steward, après m'avoir apporté mon souper, est sorti pour me le laisser manger et n'a pas verrouillé la porte. J'ai tout mangé. Quand j'ai eu fini, je suis sortie sur le pont. Je n'avais aucune intention précise, que je sache. Prendre un peu l'air. C'était tout ce qu'il me fallait, je crois. Mais il m'est venu une tentation soudaine. J'ai ôté mes savates et je me suis jetée à l'eau avant de m'y être véritablement décidée. Quelqu'un a entendu le plongeon. Ça a été un affreux vacarme. Il s'est sauvé, amenait les embarcations, il s'est suicidé. Non, il nage. Assurément, je nageais. Ce n'est pas si facile pour un nageur comme moi de se suicider par noyade. J'abordais sur l'îlot le plus proche avant que le canot n'eût quitté le bord. J'entendais leurs avirons dans l'obscurité, leurs cris, etc. Mais peu après, ils y renoncèrent. Tout s'apaisa et le mouillage devint silencieux comme la mort. Je m'assis sur une pierre et me mis à réfléchir. Sans aucun doute, il se mettrait à ma recherche au petit jour. Il n'y avait pas moyen de se cacher sur ces choses rocheuses et d'ailleurs, à quoi bon? Mais maintenant que j'étais délivrée de ce navire, je n'allais pas y retourner. Aussi, un moment après, je me déshabillai. Je fis un paquet de mes vêtements avec une pierre au milieu
et je le jetai en eau profonde de l'autre côté de cet îlot. Ce suicide-là me suffisait. Qu'ils aillent penser ce qu'ils veulent, je ne tenais pas à me noyer. Mon intention était de nager jusqu'à ce que je coule, ce qui n'est pas la même chose. Je gagnai un autre de ces îlots, et ce fut de celui-là que je découvris votre feu de mouillage, de quoi me donner une direction. J'avançai aisément, et en chemin j'abordai un rocher plat qui émergeait d'un pied ou deux. En plein jour, vous pourriez sûrement le distinguer d'ici, à la jumelle. Je grimpai dessus et me reposai un instant, puis je me remis en route. Ce dernier trajet a dû être de plus d'1 mille. Son murmure s'affaiblissait de plus en plus, et pendant tout ce temps, il fixait le hublot par lequel on n'apercevait pas même une étoile. Je ne l'avais pas interrompu. Il y avait dans son récit, à moins que ce ne fût en lui-même, quelque chose qui rendait tout commentaire impossible. Une façon de sentir, une qualité à laquelle je ne puis trouver de nom. Et quand il eut fini, tout ce que je trouvai à dire fut « Ainsi, vous avez nagé vers notre feu. » Oui, droit dessus, c'était pour moi un but. Je ne pouvais pas voir d'étoiles basses, la côte les masquait, et je ne distinguais pas la terre non plus. L'eau était aussi lisse que du verre. On aurait cru nager dans une sacrée citerne de 1000 pieds de profondeur, sans rien, nulle part à quoi s'accrocher. Mais ce qui ne me disait rien, c'était l'idée de tourner en rond comme un bœuf affolé avant de tout lâcher. Et comme je n'entendais pas m'en retourner, non. Me voyez-vous traîner là-bas tout nu, arraché d'un de ces îlots par la peau du cou et me débattant comme une bête sauvage? Il y aurait eu quelqu'un de tué pour sûr, et j'en avais eu assez. Je poursuivis donc. C'est alors que votre échelle... Pourquoi n'avez-vous pas hélé le navire? Demandai-je en élevant un peu la voix. Il me toucha légèrement l'épaule. Des pas nonchalants venaient de s'arrêter juste au-dessus de nos têtes. Le lieutenant avait dû passer de l'autre bord de la dunette et avait dû se pencher au-dessus de la lisse. Il n'a pas pu nous entendre parler, Edith, me souffla mon double à l'oreille, anxieusement. Son anxiété fut une réponse, et suffisante, à la question que je lui avais posée, réponse où tenait toute la difficulté de la situation. Je fermai le hublot posément, par mesure de précaution. Un mot à voix plus haute aurait pu s'entendre. « Qui est-ce » murmura-t-il alors. « C'est mon lieutenant, mais il m'est presque aussi étranger qu'à vous. » Et je lui parlais un peu de moi. J'avais été nommé au commandement de ce navire alors que je n'attendais rien de la sorte. À peine 15 jours auparavant, je ne connaissais ni le navire ni l'équipage. Je n'avais pas eu le temps dans le port de faire connaissance avec les lieux ou les hommes. Quant aux hommes, tout ce qu'ils savaient, c'était que j'étais chargé de ramener le navire à son port d'attache. Pour le reste, je suis presque autant un étranger à bord que vous, lui dis-je, et à ce moment-là, j'en avais extrêmement conscience. Je sentais qu'il suffirait de peu de choses pour me rendre suspect à l'équipage. Entre-temps, ils s'étaient retournés et tous deux, les deux étrangers à bord, nous nous faisions face en une attitude identique. « Votre échelle » murmura-t-il après un silence. Qui diable aurait pensé trouver une échelle en dehors, la nuit, sur un navire à l'ancre, à cet endroit? J'éprouvais à ce moment même une très désagréable défaillance. Après la vie que j'avais menée durant 9 semaines, n'importe qui eût perdu son entraînement. Je me sentais incapable de nager même jusqu'à la sauvegarde du gouvernail. Et voilà justement qu'il y avait une échelle à quoi s'accrocher. Après l'avoir saisie, je me suis dit, à quoi bon? En voyant la tête d'un homme qui regardait par-dessus bord, je pensais m'éloigner à la nage aussitôt et le laisser crier dans quelque idiome que ce fût. Je ne trouvais pas d'inconvénient à être vu. Cela me plaisait. Et puis, vous m'avez parlé si tranquillement.
comme si vous m'aviez attendu. Ça m'a fait rester un peu plus longtemps. J'avais été terriblement seule. Je ne veux pas dire pendant que je nageais. J'étais contente de parler un peu à quelqu'un qui n'appartient pas à la Séphora. Quant à demander le capitaine, ce fut une simple impulsion. Cela ne pouvait servir à rien, tout le monde à bord me sachant là et les autres prêts à venir me chercher au matin. Je ne sais pas. J'avais besoin d'être vue, de parler à quelqu'un avant de continuer. Je ne sais pas ce que j'aurais dit. Belle nuit, n'est-ce pas? Quelque chose de ce genre. Pensez-vous qu'ils seront ici bientôt? Demandai-je avec quelque incrédulité. C'est probable, dit-il faiblement. Il eut tout d'un coup l'air extrêmement hagard. Sa tête roulait sur ses épaules. Nous allons voir. En attendant, mettez-vous dans ma couchette, murmurai-je. Faut-il un coup de main? Là. C'était une couchette assez haute avec des tiroirs au-dessous. Cet étonnant nageur eut besoin de l'aide que je lui donnais en lui prenant la jambe. Il tomba sur la couchette, roula sur le dos et de son avant-bras se couvrit les yeux. Et ainsi, le visage à demi caché. Il devait présenter exactement la même apparence que moi. Je contemplai un moment cet autre moi-même, avant de refermer soigneusement les 2 rideaux de serge verte qui glissaient sur une tringle de cuivre. Je songeai un moment à les épingler pour plus de sûreté, mais je m'assis sur la banquette et, une fois là, je ne me sentis pas le courage de me lever pour chercher une épingle. Je le ferai un peu plus tard. Je me sentais extrêmement fatiguée. D'une façon particulièrement profonde, par cette contrainte du secret, par l'effort que je faisais pour parler bas et par toute cette agitation furtive. Il était maintenant à peu près 3 heures. J'étais debout depuis 9 heures, mais je n'avais pas sommeil. Je n'aurais pas pu m'endormir. Je restais assis là, à bout de force, l'œil fixé sur les rideaux, essayant d'échapper à la sensation confuse d'être à 2 endroits à la fois et tourmenté par d'exaspérants coups secs qui semblaient résonner dans ma tête. Ce me fut un soulagement de découvrir soudain que ce n'était pas du tout dans ma tête, mais à la porte. Sans me laisser le temps de reprendre mes esprits, le mot « entrer » était sorti de ma bouche. Le steward entrait avec un plateau, m'apportant mon café du matin. J'avais dormi après tout, et j'eus si peur que je m'écriai « Par ici, je suis ici, steward », comme s'il eût été à des lieues. Il posa le plateau sur la table près de la banquette, et seulement alors dit très tranquillement « Je vois bien que vous êtes ici, capitaine. » Je sentis qu'il me jetait un regard pénétrant, mais je n'osais pas à ce moment le regarder en face. Il dut se demander pourquoi j'avais tiré les rideaux de mon lit avant d'aller dormir sur la banquette. Il sortit, laissant la porte au crochet, comme d'habitude. J'entendis l'équipage laver le pont au-dessus de ma tête. Je savais qu'on m'aurait prévenu aussitôt s'il y avait eu le moindre vent. Calme plat, pensai-je, et j'en fus doublement contrariée. Vraiment, je me sentais double, plus que jamais. Le steward reparut soudain à la porte. Je sautai à bas de la banquette si promptement qu'il y eut un mouvement de recul. « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»« Fermez votre hublot, capitaine, on lave le pont. »« Il est fermé, dis-je, en rougissant. »« Bien, capitaine. » Mais il ne bougeait pas de la porte, et il répondit à mon regard d'une façon extraordinaire, équivoque, pendant un moment. Puis ses yeux vacillèrent, il changea d'expression, et d'une voix étrangement douce, presque caressante. « Puis-je entrer pour enlever la tasse vide, capitaine ?»« Bien sûr. » Je lui tournai le dos jusqu'à ce qu'il fût parti. Alors je décrochai, fermai la porte et poussai même le verrou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi bien longtemps. En outre, dans cette chambre, il faisait chaud comme dans un four. Je donnai un coup d'œil à mon double et vis qu'il n'avait pas bougé. Il avait encore le bras sur les yeux, mais sa poitrine se soulevait, ses cheveux étaient mouillés, son menton était moite de sueur. Par-dessus lui, j'atteignis et ouvris le hublot. « Il faut que je me montre sur le pont, me dis-je.
Bien entendu, en principe, je pouvais faire ce que bon me semblait, sans que personne pût me contredire dans tout le cercle de l'horizon. Mais quant à fermer à clé la porte de ma chambre et à en enlever la clé, cela, je ne l'osais pas. À peine sorti du capot de l'échelle, j'aperçus mes 2 officiers, le lieutenant nu-pied, le second dans de longues bottes de caoutchouc, ensemble à l'aplomb de la dunette et à mi-chemin de la descente, et le steward qui leur parlait avec animation. Il m'aperçut, fit le plongeon. Le lieutenant courut sur le pont en criant un ordre quelconque. Le second vint à ma rencontre, la main à sa casquette. Il y avait dans ses yeux une sorte de curiosité qui me déplut. Je ne sais si le steward leur avait dit seulement que j'étais drôle, ou bien carrément ivre, mais je voyais bien que l'homme tenait à m'examiner de près. Je le regardais venir avec un sourire qui, lorsqu'il fut apporté, fit son effet et sembla glacer jusqu'à ses favoris. Je ne lui laissai pas le temps d'ouvrir la bouche. Faites brasser carré en envoyant les hommes au bras et balancines avant le déjeuner. C'était le premier ordre précis que je donnais à bord de ce navire, et je demeurais sur le pont pour le voir exécuter. Qui plus est, j'avais éprouvé le besoin de m'affirmer sans perdre de temps. Du coup, le jeune chiot narquois en baissa d'un cran ou deux, et je saisis également l'occasion de regarder bien en face chaque homme de l'équipage quand ils défilèrent devant moi pour aller au bras de l'arrière. Sans pouvoir rien prendre moi-même, je présidais le petit déjeuner, avec une dignité tellement glaciale que les 2 officiers ne furent que trop heureux de s'esquiver du carré dès que la décence le leur permit. Et, sans cesse, le double travail de mon esprit me tourmentait à me rendre fou. Je ne cessais de me surveiller moi-même, mon moi secret qui dépendait de mes actions autant que ma propre personne et qui dormait là dans ce lit, derrière cette porte qui me faisait face, tandis que j'étais assis au bout de cette table. C'était tout à fait comme d'être fou, mais c'était pire, parce que c'était consciemment. Il me fallut le secouer une bonne minute, mais quand à la fin il ouvrit les yeux, ce fut en pleine possession de lui-même avec un regard interrogateur. « Tout va bien jusqu'ici, chuchotai-je. Maintenant il faut que vous disparaissiez dans la salle de bain. » C'est ce qu'il fit, silencieux comme un fantôme. Je sonnai le steward et, le regardant en face, je lui enjoignis de faire ma chambre pendant que je prendrais mon bain. Et faites vite. Mon ton n'admettait aucune réplique. Il répondit « Oui, capitaine » et courut chercher son seau et ses balais. Je pris un bain et fis presque toute ma toilette en agitant l'eau à dessein et en sifflotant pour l'édification du steward, pendant que l'hôte secret de ma vie se tenait raide comme un pieu dans ce petit espace. Ses joues semblaient très creuses au grand jour, et ses paupières demeuraient baissées sous la ligne nette et sombre de ses sourcils froncés. Quand je le laissais là pour regagner ma chambre, le steward achevait son nettoyage. J'envoyai chercher le second et j'engageai une conversation insignifiante, comme pour me jouer du caractère terrible de ses favoris, mais à la vérité pour lui donner l'occasion de bien examiner ma chambre. Alors, enfin, je pus, la conscience tranquille, fermer la porte et faire rentrer mon double dans la partie en retrait. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il devait rester tranquillement assis sur un petit pliant, à demi étouffé par les lourds vêtements suspendus là. Nous écoutâmes le steward entrer dans la salle de bain par le salon et remplir les carafes, frotter la baignoire, remettre les choses en ordre, épousseter, battre, frotter, ressortir dans le salon, tourner la clé. Clac. Tel était mon plan pour rendre invisible mon second moi. On ne pouvait rien combiner de mieux en la circonstance. Et nous demeurâmes là, moi à mon pupitre, prêt à paraître occupé avec quelques papiers, et lui derrière moi, hors de vue de la porte. La prudence commandait de ne pas parler durant le jour, et je n'aurais pu supporter cette étrange et énervante sensation de me chuchoter à moi-même, de temps à autre, en regardant par-dessus mon épaule. Je le voyais dans le fond, assis tout raide sur le pliant, les pieds joints, les bras croisés,
le menton sur la poitrine parfaitement immobile. N'importe qui l'eût pris pour moi. J'en étais fascinée moi-même. À chaque instant, je ne pouvais me retenir de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'étais en train de le regarder lorsqu'une voix derrière la porte appela. « Pardon, capitaine, qu'y a-t-il » Mes yeux demeuraient fixés sur lui, et quand la voix du dehors annonça « Il y a un canot qui vient vers nous, capitaine », je le vis tressaillir. C'était son premier mouvement depuis des heures. Mais il ne releva pas la tête. « Bon, mettez l'échelle en dehors. » J'hésitais. Fallait-il lui glisser un mot? Mais lequel? Son immobilité semblait impassible. Que lui aurais-je dit qu'il ne sût déjà? En fin de compte, je montais sur le pont. Chapitre 2. Le commandant de la Séphora portait autour de la figure un maigre collier de barbe rousse, et il avait le teint assorti aux poils de cette couleur et aussi une nuance particulière d'yeux d'un bleu brouillé. Ce n'était pas exactement un personnage impressionnant. Il avait les épaules hautes, une taille moyenne, une jambe légèrement plus courbe que l'autre. Il me serra la main en regardant vaguement autour de lui. Un entêtement morne me parut être son principal trait de caractère. Je me comportais avec une politesse qui parut le déconcerter. Peut-être était-il timide. Il marmottait comme s'il eût eu honte de ce qu'il avait à dire. Il se nomma, c'était quelque chose comme Archbold, mais à tant d'années de distance, je n'en suis pas bien sûre. Donna le nom de son navire et quelques autres détails de ce genre. À la façon d'un criminel qui se résout à un aveu pénible. Il avait eu un temps terrible pendant la traversée. Terrible. Et sa femme à bord, en outre. Nous étions alors assis dans le carré. Le steward apporta un plateau avec une bouteille et des verres. Merci, non. Il ne prenait jamais d'alcool. Il prendrait volontiers un peu d'eau. Il en but 2 verres. Il y avait de quoi vous donner soif. Sans arrêt depuis le point du jour, il n'avait fait qu'explorer les îlots à bord de son navire. « Pourquoi faire? Pour le plaisir » demandai-je avec un air poliment intéressé. « Non, soupira-t-il, un devoir pénible. » Comme il persistait dans son marmottement et que je tenais à ce que mon double n'en perdît pas un mot, j'eus l'idée de l'informer qu'à mon grand regret, il me fallait avouer que j'étais un peu dur d'oreille. « Quoi, un jeune homme comme vous » fit-il en hochant la tête, tout en gardant fixés sur moi ses yeux d'un bleu terne dénué d'intelligence. « Comment cela vous est-il venu? Une maladie » demanda-t-il sans la moindre sympathie et comme s'il pensait que, s'il en était ainsi, je ne l'avais pas volé. « Oui, une maladie » acquiesçai-je d'un ton enjoué qui parut me choquer. Mais j'avais atteint mon but, car force lui fut d'élever la voix pour me débiter son histoire. Il ne vaut pas la peine de rapporter ici la version qu'il en donna. Plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis cet événement. Il y avait tellement pensé qu'il semblait en avoir complètement perdu le sentiment clair, bien qu'il en eût conservé une impression profonde. Que diriez-vous si pareille chose arrivait à bord de votre navire? Voilà 15 ans que je commande la Séphora. Je suis un capitaine bien connu. Il souffrait profondément, et peut-être aurais-je sympathisé avec lui si j'avais pu détacher ma vision intérieure de l'hôte insoupçonné qui partageait ma chambre comme s'il eût été un second moi-même. Il était là, de l'autre côté de la cloison, à 1 ou 2 mètres, pas plus, tandis que nous nous tenions dans le carré. Je regardais poliment le capitaine Archbold, si tel était son nom, mais c'était l'autre que je voyais, dans son pyjama gris, assis sur un tabouret bas, les pieds joints, les bras croisés, et je savais que chacun des mots que nous échangions tombait dans les oreilles de sa tête brune penchée sur sa poitrine. J'ai maintenant comme gamin et comme homme 37 ans de service en mer, et à ma connaissance, pareille chose n'est jamais arrivée à bord d'un navire anglais.
Et il a fallu que cela arrivât sur le mien, et ma femme à bord en outre. Et je l'écoutais à peine. Ne pensez-vous pas, demandai-je, que le coup de mer qui, m'avez-vous dit, embarqua juste alors et puis tuer l'homme en question? J'ai vu le seul poids d'une lame vous tuer net un homme, simplement en lui brisant le cou. Seigneur, s'écria-t-il gravement, fixant sur moi ses yeux bleus, une lame, un homme tué par une lame n'a jamais ressemblé à cela. Il eut l'air positivement scandalisé de mon idée, et comme je le considérais sans m'attendre à rien d'original de sa part, il avança la tête tout contre la mienne et me tira la langue si soudainement que je ne pus m'empêcher de faire un mouvement de recul. Après avoir de cette manière imagée eu raison de mon calme, il hocha la tête d'un air entendu. Il m'assura que si j'avais pu voir la chose, je ne l'oublierais de ma vie. Le temps était trop mauvais pour pouvoir faire au cadavre de convenables funérailles. Aussi, le lendemain, au point du jour, on le transporta sur la dunette, après lui avoir couvert la figure d'un bout de pavillon. On lut une brève prière et puis, tel qu'il était, dans son surroi et ses longues bottes, on l'envoya à la mer parmi ces trombes d'eau qui semblaient à tout instant devoir engloutir le navire lui-même et les êtres terrifiés qui vivaient à son bord. « Cette misaine vous a sauvé, lui lançai-je. « Grâce à Dieu, en vérité, s'écria-t-il avec ferveur. C'est bien grâce à une miséricorde spéciale, je le crois fermement, si elle a pu supporter ces coups de vent pendant la tempête. C'est le fait d'avoir établi cette misaine qui, commençai-je. La main même de Dieu dans cette affaire, interrompit-il. Il ne fallait rien de moins. Je ne vous cacherai pas que j'ai à peine osé donner l'ordre. Il semblait impossible de toucher à quoi que ce fût sans perdre la voile. Et alors, c'en était fait de notre dernier espoir. Il était encore sous le coup de la terreur de cette tempête. Je le laissai continuer un peu, puis négligemment, comme pour revenir à un sujet de moindre importance, je lui dis « Vous aviez hâte de remettre votre seconde autorité à terre, je pense. »« Ma foi, oui, à la justice. » Son obscure ténacité sur ce point avait quelque chose en soi d'incompréhensible, d'un peu terrifiant, quelque chose, pour ainsi dire, de mystique. Sans parler du désir de parer à tout soupçon de complicité après les faits. 37 vertueuses années de mer, dont plus de 20 de commandements sans reproche, et les 15 dernières à bord de la Séphora semblaient lui avoir créé d'impitoyables obligations. Et vous savez, poursuivit-il, en tâtonnant avec quelque confusion parmi ses sentiments, ce n'est pas moi qui avais engagé ce garçon-là. Sa famille avait des intérêts chez mes armateurs. J'ai eu en quelque sorte la main forcée. Il avait l'air très bien, très comme il faut et tout ça. Mais, voyez-vous, tout de même, jamais il ne m'est revenu. Je suis un homme simple. Ce n'était pas exactement le genre de second qu'il faut à bord d'un navire comme la Séphora. Je m'étais tellement identifiée en pensée à l'hôte secret de ma cabine que j'eus l'impression qu'on me donnait personnellement à entendre que moi non plus je n'étais pas de la sorte qu'il eût fallu un navire comme la Séphora. Je n'avais pas le moindre doute à cet égard. Pas du tout le genre, vous comprenez, reprit-il en me regardant fixement. J'y répondis par un sourire aimable. Il sembla un moment perplexe. Je suppose que je dois faire un rapport de suicide. Vous dites suicide, c'est là que je devrais écrire à mes armateurs. C'est là ce que je devrais écrire à mes armateurs dès que j'arrive au port. À moins que vous ne vous arrangiez pour le retrouver d'ici à demain, déclarai-je froidement. Je veux dire, vivant. Il grommela quelque chose que je ne pus réellement saisir et je tendis l'oreille vers lui d'un air intrigué. Il aboya littéralement. La terre, je veux dire la terre ferme est au moins à 7 milles de mon mouillage. À peu près. Mon absence d'agitation, de curiosité, de surprise, de toute espèce d'intérêt visible commença à éveiller sa méfiance. Mais sauf l'heureuse affectation de surdité, je n'avais aucunement essayé de feindre. Je m'étais sentie complètement incapable de jouer l'ignorance complète. Par suite, j'avais peur de m'y risquer.
Il est certain aussi qu'il n'était pas venu sans quelques soupçons et qu'il considérait ma politesse comme un phénomène quelque peu étrange. Et pourtant, de quelle autre façon aurais-je pu le recevoir? Pas cordialement, c'était impossible pour des raisons psychologiques que je n'ai pas besoin d'exposer ici. Mon unique objet était d'éviter ces questions. En me montrant revêche, oui, mais la mauvaise humeur eût pu provoquer de sa part une question directe, parce qu'elle avait pour lui l'inédit, et par sa nature même, une courtoisie pointilleuse était la meilleure façon de le contenir. Restait le danger de le voir forcer brusquement mes défenses. Je n'aurais pu, je pense, lui opposer un mensonge direct, également pour des raisons psychologiques et non morales. S'il avait seulement pu savoir combien j'avais peur qu'il ne mît à l'épreuve le sentiment que j'avais de mon identité avec l'autre. Mais assez étrangement, je n'y pensais qu'ensuite, je crois qu'il ne fut pas peu décontenancé par le revers de cette étrange situation, par un je ne sais quoi en moi qui lui rappelait l'homme qu'il cherchait, et lui suggéra que j'avais une mystérieuse similitude avec ce garçon, pour lequel il n'avait eu du premier jour que méfiance et aversion. Quoi qu'il en soit, le silence ne dura guère, il prit un autre biais. J'estime que nous n'avons guère fait plus de 2000 à l'aviron jusqu'à votre bord, pas plus. Encore est-ce bien assez par cette affreuse chaleur, lui dis-je. Une autre pause pleine de méfiance s'ensuivit. La nécessité, dit-on, est la mère de l'invention. Mais la peur aussi n'est pas sans fournir d'ingénieuses inspirations. J'avais peur qu'il ne me demandât à brûle-pourpoint des nouvelles de mon double. Gentil petit carré, n'est-ce pas? Lui fis-je observer, comme si je remarquais pour la première fois la façon dont ses regards allaient d'une porte close à l'autre, et fort bien aménagé aussi. Ici, par exemple, continuai-je en atteignant négligemment la porte par-dessus le dossier de ma chaise, et en l'ouvrant toute grande, j'ai ma salle de bain. Il eut un mouvement de curiosité, mais il y jeta à peine un coup d'œil. Je me levai, fermai la porte de la salle de bain, et l'invitai à faire l'inspection comme si j'étais très fière de l'agencement de mon navire. Il lui fallut se lever et faire la visite, mais il s'en acquitta sans aucun enthousiasme. Maintenant, venez voir ma chambre, déclarai-je de la voix la plus forte que j'osais prendre, en traversant le carré vers tribord et pas volontairement pesant. Il entra derrière moi et regarda autour de lui. Mon intelligent double s'était éclipsé. Je jouais mon rôle. C'est bien aménagé, n'est-ce pas? Très bien, très conve. Il n'acheva pas et sortit brusquement, comme pour échapper à quelque ruse mauvaise de ma part. Mais je ne voulais pas le lâcher comme cela. Il m'avait fait trop peur pour que je n'eusse pas envie de me venger. Je sentis que je le tenais et j'entendais le faire marcher jusqu'au bout. Mon insistance polie devait contenir quelque chose de menaçant, car il y accéda immédiatement. Et je ne lui fis grâce d'aucun détail. Chambre du second, office, soute à provisions et même la soute à voile qui se trouvait aussi sous la dunette. Il dut tout inspecter. Quand à la fin il sortit sur le pont, il poussa un long soupir découragé et marmotta lugubrement qu'il lui fallait vraiment regagner son navire. Je priai mon second qui nous avait rejoints de faire armer le canot du capitaine. L'homme au favori lança un coup de sifflet qu'il portait toujours suspendu à son cou et cria « Armez le canot de la Séphora !» Mon double en bas dans la cabine avait dû entendre et ne pouvait certainement pas se sentir plus soulagé que moi. 4 hommes sortirent en courant du poste d'équipage et embarquèrent, tandis que les miens, paraissant également sur le pont, se rangèrent devant la lisse. J'escortai mon visiteur jusqu'à la coupée, cérémonieusement, un peu trop, peut-être. C'était un animal tenace. À la coupée même, il hésita et, à sa manière unique, à la fois consciencieuse et honteuse, persévéra dans son idée. « Dites-moi, vous ne pensez pas que... » J'interrompis en élevant la voix. « Certainement pas. Enchanté. Au revoir. » Je me doutais de ce qu'il voulait dire et n'y échappais tout juste que par le privilège d'être dur d'oreille.
Il était trop abattu pour insister, mais mon second proche témoin de cette séparation sembla quelque peu interloqué, et sa figure prit une expression songeuse. Comme je ne tenais pas à paraître vouloir éviter toute communication avec mes officiers, je lui donnai l'occasion de me parler. Ça a l'air d'un très brave homme. L'équipage de son canot a raconté à nos hommes une histoire bien extraordinaire, si ce que m'a dit le steward est vrai. Je suppose que ce capitaine vous l'a raconté. Oui, le capitaine m'a raconté une histoire. Une très horrible affaire, n'est-ce pas, capitaine? En effet. Cela dépasse toutes ces histoires de meurtre qu'on raconte à propos des navires américains. Je ne pense pas qu'elle les dépasse. Je ne pense même pas qu'elle leur ressemble le moins du monde. Dieu me pardonne vraiment, mais bien sûr, je ne connais pas du tout les navires américains. Aussi ne saurais-je aller à l'encontre de vos dires. Pour moi, c'est assez horrible, mais le plus bizarre, c'est que ces gens de la Sephora semblaient avoir quelque idée que l'homme était caché à bord, ici. Vraiment, ils le croyaient. Avez-vous jamais entendu chose pareille? Absurde, n'est-ce pas? Nous arpentions le pont. Aucun homme d'équipage n'était visible. C'était dimanche. Et le second reprit. Ils ont même eu une petite querelle à ce propos. Les nôtres se jugeaient offensés, comme si nous hébergerions pareille espèce, dirent-ils. Vous voulez peut-être aller le chercher dans notre soute à charbon? Une vraie chamaillerie. Mais à la fin, ils ont fait la paix. Je suppose qu'il s'est noyé. Et vous, capitaine? Je ne suppose rien du tout. Vous avez des doutes là-dessus, capitaine? Pas le moindre. Je le quittai brusquement. Je sentis que je faisais mauvaise impression, mais avec mon double en bas, cela m'était très pénible d'être sur le pont. Il m'était presque aussi pénible d'être en bas. Une situation tout à fait éprouvante pour les nerfs. Tout de même, je me sentais moins tiraillée lorsque j'étais avec lui. Il n'y avait personne dans tout le navire à mettre dans la confidence. Depuis que les hommes avaient appris son histoire, il eût été impossible de le faire passer pour quelqu'un d'autre, et une découverte accidentelle était maintenant plus à craindre que jamais. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, pour la lecture de L'hôte secret de Joseph Conrad. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la fin de cette histoire. Merci beaucoup. Bonne nuit, faites de beaux rêves.